La timide assistante est restée figée en voyant sa photo d'enfance dans le bureau de l'avocat. Le soleil parisien filtrait timidement à travers les imposantes fenêtres du cabinet Dufresne et d'Associés, projetant des rayons dorés sur le parquet ciré. Élise Martin serra contre sa poitrine le dossier qu'on lui avait confié, comme un bouclier face à l'intimidante élégance des lieux. À 22 ans, c'était son premier jour en tant qu'assistante juridique, et chaque battement de son cœur semblait résonner dans le silence feutré du couloir. « Respirez, mademoiselle. Maître Dufresne n'est pas un ogre », lui dit en souriant la secrétaire d'accueil. Enfin, pas avant son deuxième café. Élise tenta un sourire poli. Ses yeux noisettes parcoururent une dernière fois son reflet dans la surface polie d'une table en marbre. Sa tenue sobre, tailleur gris anthracite et chemisier blanc, avait été choisie avec soin. Puisant dans ses maigres économies d'étudiante, ses cheveux châtains, disciplinés en un chignon bas, lui donnaient cet air sérieux qu'elle espérait suffisant pour masquer son inexpérience. « C'est au bout du couloir, dernière porte à droite », ajouta la secrétaire, avec un geste encourageant. Le cabinet Dufresne et Associés n'était pas n'importe quelle étude d'avocat, fondée 25 ans plus tôt. Il s'était hissé parmi l'élite du droit des affaires parisien. Décrocher ce stage avait relevé du miracle, ou plutôt, comme le lui avait fait remarquer sa directrice d'études, d'un parcours universitaire irréprochable et d'une détermination rare. Élise s'arrêta devant la porte en bois massif où une plaque dorée annonçait « Laurent Dufresne, associé fondateur ». Elle inspira profondément, frappa 3 coups mesurés et entra à l'invitation d'une voix grave. Le bureau était à l'image de sa réputation, imposant sans ostentation, alliant tradition et élégance discrète. Des bibliothèques en bois sombre couvraient 2 murs entiers, abritant codes et recueils de jurisprudence. Sur le 3e mur, de grandes fenêtres offraient une vue imprenable sur les toits de Paris. « Mademoiselle Martin, je présume. » Laurent Dufresne se leva de son fauteuil en cuir. À 48 ans, l'homme incarnait parfaitement l'image du grand avocat parisien. Costume sur mesure, cheveux poivre et cils coupés courts. Et ce regard, perçant mais étrangement voilé, comme si une part de lui observait constamment un horizon lointain. « Oui, monsieur. Élise Martin. Je vous remercie de m'accueillir dans votre cabinet. » Sa voix ne tremblait pas, et elle s'en félicita intérieurement. Laurent Dufresne lui indiqua un siège face à lui, et Élise s'installa en posant soigneusement le dossier sur ses genoux. « Votre dossier académique est excellent, » commença-t-il en consultant une chemise ouverte devant lui. « Major de promotion à Paris-Assas, recommandations élogieuses de vos professeurs. » Et puis, quelque chose attira l'attention d'Élise. Sur le bureau, légèrement décalé vers la gauche, un cadre en argent contenait la photographie d'une petite fille, aux tresses brunes et au sourire timide, vêtue d'une robe blanche. Une photographie qui, contre toute logique, lui coupa le souffle. Le monde s'arrêta. Cette photo, cette robe, ce sourire, c'était elle. « Mademoiselle Martin, vous m'écoutez ?» Élise sursauta, arrachée brutalement à sa stupeur. « Pardonnez-moi, maître, je suis un peu nerveuse. » Laurent Dufresne haussa un sourcil, puis reprit son exposé des tâches qui lui seraient confiées durant les 6 prochains mois. Mais Élise n'entendait plus que des bribes. Son regard revenait inexorablement vers ce cadre en argent. Cette image impossible, comment cet homme pouvait-il posséder une photographie d'elle enfant? Une photographie dont elle-même ignorait l'existence. Élise avait grandi à l'orphelinat Sainte-Marie de Lyon. Pas de parents, pas de famille, pas d'histoire, juste quelques souvenirs flous. Une voix douce chantonnant des berceuses, une odeur de jasmin, et ce pendentif, son unique trésor, qu'elle portait caché sous son chemisier. Pour terminer, vous travaillerez principalement avec moi. Mais maître Armand pourrait également solliciter votre assistance. Conclut Laurent. Des questions. 1000 questions se bousculaient dans l'esprit d'Élise. Mais aucune qu'elle puisse formuler sans paraître dérangée. Non, monsieur, tout est clair. 3 coups secs résonnèrent à la porte, qui s'ouvrit immédiatement. Une femme d'une 50aine d'années entra, l'élégance incarnée dans un tailleur beige impeccable. « Ah, Madeleine, je te présente Élise Martin, notre nouvelle assistante juridique. » Madeleine Armand, la cofondatrice du cabinet et associée principale, toisa Élise d'un regard calculateur. « Enchantée, mademoiselle. » Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « J'espère que vous êtes aussi brillante que votre dossier le suggère,
Nous n'acceptons rien moins que l'excellence ici. » Quelque chose dans sa voix, une froideur dissimulée sous le vernis de la politesse, fit frissonner Élise. « Laurent, nous devons discuter du dossier Bernheim avant la réunion de 11h. » « Bien sûr. » acquiesça-t-il avant de se tourner vers Élise. « Charlotte va vous montrer votre bureau et vous expliquer nos procédures internes. » Élise se leva, salua poliment et quitta la pièce, sentant le regard de Madeleine Armand peser sur elle jusqu'à ce que la porte se referme. Le reste de la journée passa dans un tourbillon d'informations, de présentations et de procédures à mémoriser, mais sous l'apparente concentration d'Élise, bouillonnaient 1000 questions sans réponse. Ce soir-là, dans son petit studio du 15e arrondissement, Élise sortit son pendentif de sous son chemisier, une petite lune en argent ornée d'une étoile gravée, au verso, une inscription « Pour mon étoile, papa t'aime ». Elle le contempla longuement, comme elle l'avait fait des centaines de fois, cherchant dans ce fragment de métal des réponses qui ne venaient jamais. Cette photo sur le bureau de Laurent Dufresne ne pouvait être une coïncidence. Mais que signifiait-elle ? Comment cet homme, ce parfait inconnu, pouvait-il posséder un tel souvenir de son enfance ? Élise ouvrit son ordinateur portable et tapa « Laurent Dufresne, avocat Paris » dans la barre de recherche. Des dizaines d'articles apparurent, évoquant ses succès professionnels, son parcours brillant. Puis, un titre attira son attention. « Tragédie au sein du cabinet Dufresne et d'Associés, l'épouse et la fille de M. Dufresne victimes d'un accident mortel. » L'article, daté d'il y a 21 ans, évoquait brièvement la mort de Clara Dufresne et de sa fille de 3 ans dans un accident de voiture. Selon le journaliste, c'était Madeleine Armand, sœur de Clara et associée de Laurent, qui avait géré toutes les formalités pendant que l'avocat, effondré, se retirait temporairement de la vie professionnelle. Élise ferma les yeux, la gorge nouée, une fillette de 3 ans, 21 ans plus tôt, l'âge qu'elle avait quand elle était arrivée à l'orphelinat, son pendentif semblait soudain peser une tonne contre sa poitrine. « C'est impossible !» murmura-t-elle dans l'obscurité de son appartement. « Ça ne peut pas être !» Pourtant, au fond d'elle-même, une certitude commençait à prendre forme, aussi terrifiante qu'éblouissante. Une vérité qui, si elle s'avérait exacte, changerait tout. Qui était-elle vraiment ? Et qu'était-il arrivé 21 ans plus tôt, pour que sa vie bascule à jamais? Les semaines suivantes passèrent à une vitesse vertigineuse. Élise s'adapta rapidement au rythme exigeant du cabinet Dufresne et d'Associés. Ses journées commençaient à l'aube et se terminaient souvent bien après le coucher du soleil. Mais elle ne s'en plaignait pas. Chaque minute passée dans ces murs était une opportunité d'en apprendre davantage. Sur le droit, certes, mais surtout sur Laurent Dufresne et le mystère qui les liait peut-être. Ce matin-là, 3 semaines après son arrivée, Élise préparait une synthèse de jurisprudence sur un dossier délicat. Son efficacité et sa rigueur lui avaient déjà valu la confiance de Laurent, qui lui confiait désormais des tâches de plus en plus importantes. « Vous avez une façon très personnelle d'organiser l'information », lui avait-il dit la veille. « C'est familier, d'une certaine manière. » Ses remarques énigmatiques devenaient fréquentes. Parfois, elle surprenait son regard posé sur elle, pensif. Comme s'il cherchait à résoudre une équation complexe, la porte du bureau principal s'ouvrit, et Charlotte, la secrétaire, passa la tête dans l'entrebâillement. « Élise, maître Dufresne te demande, il a besoin que tu prennes des notes pendant son appel avec le client Mercier, dans le bureau de Laurent. » Les stores vénitiens filtraient la lumière du jour, créant une atmosphère feutrée. L'avocate était au téléphone, faisant les 100 pas devant la fenêtre. Il lui fit signe de s'asseoir et de préparer son carnet. L'appel dura près d'1 heure, une affaire complexe de fusion-acquisition où les enjeux se chiffraient en millions d'euros. Élise prenait des notes méticuleuses, relevant les points essentiels, anticipant même certaines questions juridiques que Laurent aborderait. Lorsqu'il raccrocha enfin, un silence confortable s'installa entre eux. « Vous aimez le café, Élise ?» La question la surprit. « Oui, monsieur. » « Arrêtez avec ce monsieur. Voulez-vous ? Nous travaillons ensemble depuis presque 1 mois. » Laurent suffira. Il servit 2 expressos dans de petites tasses en porcelaine. « Vous avez un don pour saisir l'essentiel, » dit-il en lui tendant une tasse. Cette capacité à voir au-delà des mots, à comprendre les intentions, Élise accepta le café avec un sourire poli. Ces moments, où la barrière hiérarchique s'estompait légèrement, étaient précieux.
Il lui permettait d'observer Laurent Dufresne sous un angle différent, non plus comme l'éminent avocat, mais comme l'homme qu'il était. C'est alors qu'elle l'entendit, une mélodie douce, à peine audible, qu'il fredonnait distraitement en regardant par la fenêtre, une berceuse, cette berceuse. Le souffle d'Élise se figea dans sa poitrine. Cette mélodie. Elle la connaissait intimement. C'était celle qui hantait ses rêves depuis l'enfance. Celle dont les notes imprécises constituaient l'un de ses plus anciens souvenirs. Cette chanson, murmura-t-elle, incapable de se contenir. D'où la connaissez-vous? Laurent se tourna vers elle. Surpris, un voile de mélancolie passa sur son visage. C'était la chanson préférée de ma femme, Clara. Elle la chantait à notre fille chaque soir. Élise sentit son cœur s'accélérer. Jamais encore il n'avait mentionné sa famille disparue. Malgré les rumeurs qui circulaient au cabinet, je ne me rendais même pas compte que je la fredonnais, ajouta-t-il avec un sourire triste. Certaines habitudes persistent, même après toutes ces années. Je suis désolée, je ne voulais pas. Non. Ne vous excusez pas. Il s'assit lourdement dans son fauteuil. Ça fait 21 ans maintenant. On dit que le temps guérit toutes les blessures. Mais certaines deviennent juste une partie de vous. L'air sembla se charger d'une tension nouvelle. Élise hésita, puis osa poser la question qui lui brûlait les lèvres. Pourrais-je vous demander ce qui s'est passé? Bien sûr, si c'est trop personnel. Laurent la regarda longuement. Quelque chose dans l'intérêt sincère d'Élise semblait l'avoir touchée. Clara et notre petite fille rentraient d'un week-end à la campagne. Il pleuvait, la voiture a quitté la route dans un virage et sa voix se brisa légèrement. Elles sont mortes sur le coup. D'après les médecins, une petite consolation, j'imagine. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux, non pas seulement pour la douleur évidente de cet homme, mais pour cette histoire qui résonnait étrangement avec les fragments de son propre passé. C'est Madeleine qui s'est occupée de tout, poursuivit Laurent. Ma belle-sœur, la sœur de Clara, je n'étais pas en état. Elle a géré l'hôpital, les formalités, l'enterrement. Je lui dois beaucoup. À la mention de Madeleine, Élise sentit un frisson désagréable. L'associé n'avait jamais caché son antipathie à son égard, multipliant les remarques acerbes et les exigences impossibles. C'est pour ça que sa photo est sur votre bureau, votre fille, je veux dire. Laurent hocha la tête. C'est tout ce qu'il me reste d'elle, cette photo et quelques souvenirs. Il consulta sa montre. Mais assez parlé du passé. Nous avons une réunion préparatoire dans 20 minutes. La journée reprit son cours normal. Mais l'esprit d'Élise restait troublé par cette conversation. La berceuse, la photo, l'accident. Trop de coïncidences s'accumulaient. En fin d'après-midi, alors qu'Élise quittait la salle de reprographie, elle tomba nez à nez avec Madeleine Armand. « Mademoiselle Martin, j'ai remarqué que vous passiez beaucoup de temps avec Laurent ces derniers temps. » Son ton était courtois, mais ses yeux scrutaient Élise avec une intensité dérangeante. « Il me forme, madame, c'est normal que nous travaillions ensemble. »« Bien sûr, bien sûr. » Madeleine ajusta son bracelet en or massif. « Laurent est un mentor exceptionnel, mais ne vous y trompez pas. Sa gentillesse ne signifie pas que les standards de ce cabinet s'assouplissent pour vous. Je n'ai jamais pensé. Vous savez, » la coupa Madeleine. Laurent a connu une tragédie terrible. Cela l'a rendu vulnérable d'une certaine façon, particulièrement envers les jeunes femmes qui lui rappellent ce qu'il a perdu. Le message était clair, et la menace à peine voilée. Je suis ici pour apprendre et travailler. Maître Armand, rien de plus. Le sourire de Madeleine n'exprimait que froideur. Tant mieux, car je veille personnellement aux intérêts de ce cabinet, et à ceux de Laurent. Elle s'éloigna d'un pas mesuré, laissant Élise avec une sensation de malaise profond. Le lendemain matin, Laurent convoqua Élise dans son bureau. « J'ai une tâche particulière à vous confier », annonça-t-il. « Nous réorganisons nos archives. Certains dossiers anciens doivent être numérisés et reclassés selon notre nouveau système. » « Bien sûr. Par où dois-je commencer ? » « Par les archives de 2004. Elles se trouvent au sous-sol, dans la salle sécurisée. » Il lui tendit une carte magnétique. « Ceci vous donnera accès, normalement. Les assistants n'y sont pas autorisés. Mais vous avez prouvé votre fiabilité. » Élise prit la carte. Consciente du privilège qu'il lui accordait et de l'opportunité que cela représentait, les archives de 2004, l'année suivant l'accident, merci de votre confiance. Une dernière chose, Élise, ces archives contiennent des informations sensibles sur nos clients et certains dossiers personnels.
Je compte sur votre discrétion absolue. » Leurs regards se croisèrent. Et pendant un instant, Élise eut l'impression troublante qu'il savait exactement ce qu'elle cherchait. Comme s'il lui offrait délibérément un accès à des réponses qu'ils cherchaient peut-être tous les deux. « Vous pouvez compter sur moi, » promit-elle. Ce soir-là, dans son studio, Élise sortit à nouveau son pendentif en forme de lune. Elle le fit tourner entre ses doigts, contemplant la petite étoile gravée, l'inscription au dos. Demain, elle descendrait dans les archives. Demain, peut-être, elle commencerait à reconstituer le puzzle de son existence, à comprendre pourquoi la photo d'une enfant supposément morte se trouvait être la sienne, pourquoi la berceuse de cet enfant était celle qui berçait ses propres rêves. Et surtout, ce que Madeleine Armand avait à voir dans tout cela, le sous-sol du cabinet Dufresne et d'Associés, était un labyrinthe climatisé où s'alignaient des dizaines d'étagères métalliques, l'éclairage froid des néons donnait à l'endroit une atmosphère clinique. Presque intimidante, Élise passa sa carte magnétique dans le lecteur et pénétra dans la salle des archives. « On se calme », murmura-t-elle pour elle-même, sentant son cœur battre à tout rompre. Cette mission était l'occasion parfaite d'explorer le passé sans éveiller les soupçons. Officiellement, elle était là pour numériser et réorganiser. Officieusement, les archives de 2004 occupaient toute une section. Élise se mit méthodiquement au travail, scannant chaque dossier, mais ses yeux cherchaient autre chose. Une information, un indice, n'importe quoi, qui pourrait expliquer le lien improbable entre elle et Laurent Dufresne. 3 heures plus tard, elle avait traité une vingtaine de dossiers sans rien découvrir d'utile. La fatigue commençait à se faire sentir quand son regard fut attiré par une armoire différente des autres. Plus ancienne, en bois massif, elle semblait déplacée parmi le mobilier moderne. Élise s'approcha. Contrairement aux autres meubles, celle-ci n'était pas étiquetée selon le système de classement du cabinet. Un simple cadenas la maintenait fermée. « Mademoiselle Martin, que faites-vous ici ?» La voix la fit sursauter violemment. Joseph Moreau, l'archiviste du cabinet, un homme d'une 60aine d'années aux lunettes épaisses, l'observait depuis l'entrée. « Monsieur Dufresne m'a chargé de numériser les archives de 2004. » expliqua-t-elle en lui montrant sa carte d'accès. « Je ne savais pas que quelqu'un d'autre travaillait ici aujourd'hui. » Joseph s'approcha, méfiant. « C'est inhabituel d'envoyer une simple assistante dans les archives sécurisées. Je comprends votre surprise, » répondit Élise avec un sourire qu'elle espérait naturel. « Mais vous pouvez vérifier auprès de lui. » Le vieil homme sembla se détendre légèrement. Son regard dériva vers l'armoire en bois que contemplait Élise. « Cette armoire, » commença-t-elle. « Elle contient des documents personnels, » la coupa Joseph. « Rien qui concerne le travail que Maître Dufresne vous a confié. » Élise nota la nuance de protection dans sa voix. « Bien sûr, je me demandais juste pourquoi elle était différente. » Joseph hésita, puis son visage s'adoucit. « Cette armoire était déjà là quand j'ai commencé à travailler ici. Il y a 15 ans, elle contient les archives personnelles des associés fondateurs. Je vois. J'étais venu chercher le rapport des champs de 2006. » poursuivit Joseph en se dirigeant vers une autre étagère. « Ne vous laissez pas distraire, mademoiselle. Les archives de 2004 représentent déjà un travail considérable. » Après son départ, Élise jeta un dernier regard à l'armoire mystérieuse. L'intuition lui soufflait que des réponses se cachaient derrière ce simple cadenas. Mais comment y accéder sans attirer l'attention? La solution lui vint en fin de journée, alors qu'elle observait discrètement Joseph ranger son trousseau de clés dans le tiroir de son bureau avant de partir. L'archiviste était méticuleux et prévisible dans ses habitudes. Demain, elle reviendrait plus tôt. Le lendemain, Élise arriva au cabinet à 6h30. Bien avant l'heure d'ouverture officielle, seuls les agents d'entretien étaient présents. Habituée à la voir travailler tôt, elle se dirigea directement vers le bureau de Joseph, attrapa le trousseau de clés dans son tiroir et descendit aux archives. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle essayait plusieurs clés sur le cadenas, à la 5e tentative. Un déclic satisfaisant retentit, le cœur battant. Elle ouvrit l'armoire. Des dossiers soigneusement étiquetés s'alignaient à l'intérieur. Certains portèrent des noms de clients importants, d'autres des dates. Et tout au fond, un petit écrin en bois laqué. Élise le sortit avec précaution. Rien n'indiquait son contenu ni son propriétaire. Elle l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, posé sur un coussin de velours bleu nuit, se trouvait un pendentif en argent. Une lune délicatement ciselée, ornée d'une petite étoile, exactement comme le sien, le souffle coupé,
Elle le retourna. Au dos, la même inscription. « Pour mon étoile, papa t'aime. »« Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, la gorge serrée. L'écrin contenait également une enveloppe jaunie. Élise l'ouvrit avec des doigts tremblants et en sortit un rapport médical daté de 2004. Il s'agissait d'une analyse des causes de l'accident qui avait coûté la vie à Clara Dufresne. Le document indiquait une défaillance du système de freinage comme cause probable, mais ce qui retint l'attention d'Élise fut une note manuscrite griffonnée en marge. Rapport à vérifier. Clara avait mentionné des problèmes avec la voiture la semaine précédente. LD. Laurent Dufresne avait-il eu des doutes sur les circonstances de l'accident? Plus troublant encore, la dernière page était un certificat de décès pour Élodie Dufresne. 3 ans. À côté, un post-it portait l'écriture élégante de Madeleine Armand. Dossier clos, ne pas rouvrir ses blessures. Laurent. Élodie. Était-ce son véritable prénom? Était-elle cette enfant supposément morte il y a 21 ans? Élise photographia rapidement les documents avec son téléphone, replaça l'écrin exactement comme elle l'avait trouvé et referma l'armoire. Elle venait de remettre les clés dans le bureau de Joseph, quand une voix familière la fit sursauter. « Vous êtes matinale, Élise. » Madeleine Armand se tenait dans l'embrasure de la porte. Impeccable dans son tailleur bleu marine, rien dans son apparence ne trahissait l'heure précoce. « J'avais beaucoup de travail aux archives, » répondit Élise, luttant pour contrôler le tremblement de sa voix. « Aux archives, à 7 heures. » Le sourire de Madeleine était aussi acéré qu'un rasoir. Et cela nécessitait les clés de Joseph. Le cœur d'Élise manqua un battement. J'ai simplement emprunté un stylo. Le mien ne fonctionnait plus. Bien sûr. Madeleine s'approcha, envahissant délibérément son espace personnel. Écoutez-moi bien. Mademoiselle Martin, je ne sais pas ce que vous cherchez exactement, mais je vous conseille vivement de vous concentrer uniquement sur les tâches qui vous sont explicitement confiées. Son parfum, un mélange de jasmin et d'ambre, était suffocant de proximité. « Je ne comprends pas ce que vous insinuez, » tenta Élise. « N'insultez pas mon intelligence. » Madeleine recula légèrement. Laurent vous accorde peut-être sa confiance avec une facilité déconcertante, mais sachez que je suis beaucoup moins impressionnable. Un conseil, ne fouillez pas dans les affaires qui ne vous concernent pas. Sur ces mots, elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Élise tremblante et confuse. Comment Madeleine avait-elle su? Et pourquoi cette réaction si disproportionnée pour une simple assistante qui empruntait prétendument un stylo? Ce soir-là, Élise resta au bureau bien après le départ de la plupart des employés. Elle prétexta un dossier urgent à finaliser, mais son véritable objectif était de parler à Jacques Renard, l'agent de sécurité qui travaillait au cabinet depuis plus de 20 ans. « Monsieur Renard » l'aborda-t-elle alors qu'il faisait sa ronde. « Puis-je vous poser une question un peu particulière ?» Le vieil homme lui sourit gentiment. Il avait toujours été aimable avec elle. « Vous avez connu Madame Clara Dufresne, n'est-ce pas ?» Son sourire s'effaça. « Pourquoi cette question, mademoiselle ? Simple curiosité, » mentit Élise. « J'ai vu sa photo dans le bureau de maître Dufresne. » Jacques sembla peser le pour et le contre, puis soupira. Clara était lumineuse, le genre de personne qui éclairait une pièce en y entrant. Elle s'intéressait sincèrement aux gens, même à un simple agent de sécurité comme moi. Et l'accident ? Vous étiez déjà là quand c'est arrivé. Oui. Son regard se perdit dans le vague. Ce fut une période terrible. Laurent était dévasté. Et puis... Jacques sembla soudain se souvenir à qui il parlait. Et puis la vie a continué comme toujours. Vous devriez rentrer chez vous, mademoiselle. Il est tard. Élise comprit qu'elle n'obtiendrait rien de plus ce soir-là. Mais une conviction s'était formée en elle. Quelque chose ne collait pas dans cette histoire d'accident. Et ce quelque chose impliquait Madeleine Armand. En quittant le cabinet, elle croisa Laurent qui sortait de son bureau, l'air épuisé. « Vous travaillez encore, Élise ?» demanda-t-il, surpris. « Je finissais juste, et vous aussi, apparemment ?» Un sourire fatigué éclaira son visage. « Certains dossiers ne peuvent être traités que dans le calme de la soirée. » Il hésita, puis ajouta « Vous avez fait des progrès aux archives. » La question semblait innocente. Mais Élise y perçut une nuance différente, comme s'il attendait, espérait quelque chose. « Oui, » répondit-elle prudemment. « J'ai trouvé des choses intéressantes. » Laurent la fixa intensément. « Bien, très bien. » Il consulta sa montre. « Il est tard, permettez-moi de vous raccompagner. » Dans la voiture de Laurent, un silence confortable s'installa.
Au moment où il s'arrêtait devant son immeuble, Élise rassembla son courage. La chanson que vous fredonniez l'autre jour, oui, je crois que je la connais. Laurent se tourna vers elle, figé. Comment serait-ce possible? Je ne sais pas, avoua Élise. Mais elle fait partie de mes plus anciens souvenirs. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre, chargés de questions non formulées et d'une tension palpable. Pour la première fois, Élise eut la certitude que Laurent commençait, lui aussi, à soupçonner l'impossible. « Bonne nuit, Élise », dit-il finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Bonne nuit, Laurent ». Le lendemain matin, Élise se rendit à l'orphelinat Sainte-Marie de Lyon. Elle avait prétexté une urgence familiale pour s'absenter du cabinet, un mensonge qui n'était peut-être pas si éloigné de la vérité. Le bâtiment en pierre grise n'avait pas changé. Toujours cette même façade austère, ces mêmes fenêtres étroites, cette même sensation d'un lieu qui n'était ni tout à fait un foyer, ni tout à fait une institution. Pendant 15 ans, ces murs avaient été son monde. « Élise Martin !» s'exclama sœur Marguerite en la voyant entrer dans le hall. La vieille religieuse, qui approchait maintenant les 80 ans, l'étreignit chaleureusement. Quelle merveilleuse surprise! « Bonjour, sœur Marguerite. Je suis heureuse de vous revoir. Tu as l'air en pleine forme. Paris te réussit, on dirait. J'ai besoin de votre aide, annonça Élise sans préambule. Je recherche des informations sur mon arrivée ici, sur mon passé, avant l'orphelinat. Le sourire de la religieuse s'effaça légèrement. Tu sais bien que nous avons très peu d'éléments. Tu es arrivée chez nous à l'âge de 3 ans, mais les circonstances étaient inhabituelles. C'est justement ce que je voudrais comprendre. Puis-je consulter mon dossier ? Sœur Marguerite hésita. Normalement, il faudrait une demande officielle. Mais, suis-moi. Elle conduisit Élise dans un petit bureau encombré, puis sortit un trousseau de clés de sa poche. « Attends-moi ici. » Lorsqu'elle revint, elle tenait une mince chemise cartonnée. « Voilà tout ce que nous avons. » Le dossier contenait peu de choses. Un certificat d'admission daté d'octobre 2004, quelques rapports médicaux et scolaires, des photos d'Élise à différents âges, rien sur ses origines ou les circonstances de son arrivée. Il n'y a pas de document expliquant comment je suis arrivée ici. Qui m'a amenée ? Sœur Marguerite s'assit en face d'elle, l'air soudain plus grave. Il n'y a jamais eu de document officiel, Élise. C'est pour ça que ton cas était particulier. Je ne comprends pas. La vieille femme soupira. Un soir d'octobre. Une femme élégante t'a déposée ici. Elle a dit que tu étais orpheline, que tes parents étaient morts dans un accident, mais elle n'a fourni aucun document, aucun certificat de décès. Elle a simplement laissé une enveloppe avec une importante somme d'argent. Élise sentit son cœur s'accélérer. Vous l'avez vue, cette femme? Vous vous souvenez d'elle? Vaguement. C'était il y a si longtemps. Sœur Marguerite ferma les yeux, comme pour mieux visualiser ce souvenir lointain. Une femme d'une 30aine d'années, très distinguée, vêtements coûteux, bijoux discrets mais de valeur. Elle parlait avec assurance, comme quelqu'un habitué à donner des ordres. La description correspondait parfaitement à Madeleine Armand. A-t-elle donné son nom? Non. Elle a insisté sur l'anonymat. À l'époque, cela arrivait parfois. Des familles aisées qui voulaient éviter le scandale d'une naissance illégitime ou d'autre. Complication. Et vous avez accepté, sans poser de questions. La religieuse eut l'air embarrassée. L'orphelinat traversait une période financière difficile. La somme qu'elle a laissée était conséquente, suffisante pour réparer le toit et moderniser le chauffage. Elle saisit la main d'Élise. La main. Je sais que ça paraît terrible aujourd'hui, mais à l'époque, nous avons pensé agir pour le bien de tous les enfants. Élise retira doucement sa main, une colère sourde montait en elle. Sa vie entière avait été négociée contre des travaux de rénovation. Y avait-il autre chose? Un objet, un vêtement particulier que je portais? Sœur Marguerite réfléchit. Tu avais ce pendentif, bien sûr, et tu portais une robe blanche avec des petites broderies bleues. Tu ne cessais de répéter « maman » et une autre mot, comme « étoile » ou quelque chose de similaire. « Étoile », murmura Élise, le surnom inscrit sur son pendentif, et celui que Clara Dufresne donnait à sa fille, selon Laurent. Il y avait aussi cette dame, ajouta sœur Marguerite. Madame Perrin, elle travaillait ici à cette époque. Elle s'est beaucoup occupée de toi les premiers mois. Tu étais perturbée, tu faisais des cauchemars, tu appelais ta mère. Madame Perrin est-elle toujours dans la région? Elle a pris sa retraite il y a quelques années.
Elle vit dans un petit appartement près du parc de la Tête d'Or, 1 heure plus tard. Élise sonnait à la porte de Jeanne Perrin, l'ancienne employée de l'orphelinat, désormais septuagénaire, l'accueillit avec une surprise émue. « Élise Martin, mon Dieu, comme tu as grandi, entre donc. » L'appartement était modeste mais chaleureux, rempli de plantes et de photos de famille. Madame Perrin servit du thé et des biscuits, posant 1000 questions sur la vie d'Élise à Paris. « Je suis venue vous interroger sur mon arrivée à l'orphelinat », expliqua finalement Élise. « Sœur Marguerite m'a dit que vous vous étiez beaucoup occupée de moi au début. » Le visage de la vieille dame s'assombrit. « C'est vrai, tu étais si petite, si confuse. Tu pleurais souvent la nuit, appelant ta maman. Vous souvenez-vous de la femme qui m'a amenée ?» Madame Perrin reposa sa tasse avec une lenteur délibérée. « Pourquoi ces questions maintenant, Élise ? J'ai des raisons de croire que je n'étais pas réellement orpheline, que cette femme m'a séparée de ma famille vivante. » Un long silence s'installa. Puis, Madame Perrin soupira profondément. « J'ai toujours su que ce jour viendrait, que tu chercherais des réponses. » Elle se leva et alla chercher une boîte dans un tiroir. « J'ai gardé ceci pendant toutes ces années. Je n'aurais pas dû, mais quelque chose me disait que ce n'était pas normal. Cette femme, sa façon d'agir. » Elle tendit à Élise une carte de visite élégante. Le papier avait jauni avec le temps, mais le nom restait parfaitement lisible. Madeleine Armand, avocate associée, cabinet Dufresne & Associés. Elle l'a fait tomber ce jour-là, sans s'en rendre compte. Je l'ai ramassée après son départ. Élise fixa la carte, stupéfaite malgré ses soupçons. Voilà la preuve qu'elle cherchait. « Elle a payé l'orphelinat pour vous faire taire », murmura-t-elle. « C'était plus compliqué que ça », corrigea doucement Madame Perrin. « Les religieuses n'ont pas posé de questions, c'est vrai, mais cette femme, elle semblait vraiment croire qu'elle faisait ce qu'il fallait. Elle a dit que tu avais perdu tes parents et que ta famille restante ne pouvait pas s'occuper de toi. » « C'était un mensonge, » dit Élise, la voix tremblante de colère. « Mon père est vivant. Il croit que je suis morte depuis 21 ans. » Madame Perrin pâlit. « Mon Dieu, si j'avais su, ce n'est pas votre faute. » Élise se radoucit en voyant la détresse de la vieille dame. « Vous ne pouviez pas savoir. Il y a autre chose, » ajouta Madame Perrin. « Quelques semaines après ton arrivée, un homme est venu à l'orphelinat. Grand, élégant, l'air dévasté. Il montrait la photo d'une petite fille qui te ressemblait. Il disait qu'il cherchait sa nièce disparue. Et que s'est-il passé? Sœur Catherine, la directrice de l'époque, lui a parlé en privé. Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, mais il est reparti l'air encore plus abattu. Il n'est jamais revenu. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Quelqu'un l'avait cherché. Quelqu'un avait essayé de la retrouver. Savez-vous qui c'était? Il n'a pas donné son nom. Du moins, pas à moi. Madame Perrin hésita. « Élise, si ce que tu dis est vrai, si ton père te croit morte depuis toutes ces années, que comptes-tu faire ?» C'était la question cruciale. Maintenant qu'elle avait des preuves, comment procéder? Je dois lui dire la vérité. Mais d'abord, je dois comprendre pourquoi Madeleine Armand a fait ça. Pourquoi elle m'a arrachée à mon père. Pourquoi elle a fait croire à ma mort. Sois prudente, l'avertit Madame Perrin en lui serrant la main. Une personne capable d'un tel acte ne reculera devant rien pour protéger son secret. De retour à Paris le soir même, Élise retrouva Laurent pour un dîner de travail avec un client important, durant toute la soirée. Elle l'observa avec des yeux nouveaux, cherchant dans ses traits, ses gestes, ses expressions, une ressemblance qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Lorsque le client partit, Laurent proposa de marcher un peu avant de rentrer. « Vous semblez préoccupée, Élise. Votre urgence familiale s'est-elle bien résolue? » « Oui et non. C'est compliqué. » Ils longèrent la scène en silence. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau sombre, créant un tableau mouvant d'ombre et de clarté. « Vous savez, » dit soudain Laurent, « ma fille aurait eu votre âge aujourd'hui. Je me demande souvent quelle femme elle serait devenue. » Élise sentit sa gorge se nouer. Comment s'appelait-elle? Élodie. Sa voix s'adoucit en prononçant ce nom. Mais Clara et moi l'appelions autrement, un surnom affectueux. Comment? Laurent sourit tristement. Étoile, notre petite étoile. Le mot résonna dans l'esprit d'Élise comme un écho impossible. Étoile, son surnom, celui gravé sur le pendentif qu'elle portait depuis toujours. Élise, vous allez bien? La voix inquiète de Laurent la ramena à la réalité.
Elle hésita. Le moment était-il venu de tout révéler, de montrer son pendentif, d'exposer ses découvertes? Mais si elle se trompait, si tout cela n'était qu'une série de coïncidences extraordinaires? Pardonnez-moi, je suis juste fatiguée. Elle détourna le regard vers la scène. Ce surnom, c'est joli. Clara disait que notre fille était comme une petite étoile dans notre nuit. Un sourire mélancolique traversa son visage. Ces souvenirs sont tout ce qui me reste d'elle. Élise sentit le poids du pendentif contre sa poitrine. Comme s'il était soudain devenu plus lourd. Non, ce n'était pas le bon moment. Pas au milieu de la nuit, sans preuve tangible, sans être certaine des implications. Il se fait tard, murmura-t-elle. Je devrais rentrer. Laurent acquiesça, et ils marchèrent en silence jusqu'à sa voiture. Tandis qu'il la raccompagnait chez elle, Élise prit une décision. Elle avait besoin d'une preuve irréfutable, quelque chose que même Madeleine ne pourrait pas nier. Le lendemain matin, Élise se présenta au laboratoire d'analyse médicale avec une brosse à cheveux de Laurent qu'elle avait subtilement prélevée dans son bureau et l'une des siennes. « J'aimerais faire un test ADN de paternité », annonça-t-elle à la réceptionniste. « C'est personnel et confidentiel. » La femme lui tendit un formulaire. « Vous devez savoir que sans le consentement explicite de la personne testée, ce résultat n'a aucune valeur légale. » « Je comprends. C'est uniquement pour ma certitude personnelle. » Les résultats seront disponibles dans une semaine environ. Une semaine, 7 jours d'attente insupportable, 7 jours à côtoyer Laurent, à travailler avec lui, sans pouvoir lui révéler ce qu'elle soupçonnait. En retournant au cabinet, Élise croisa Madeleine dans le hall d'entrée. L'avocate l'étudia avec ce regard perçant qui semblait toujours la transpercer. « Matinale et en retard, aujourd'hui. C'est inhabituel. Un rendez-vous médical, » répondit Élise. Soutenant son regard avec une assurance nouvelle, quelque chose dans l'attitude d'Élise parut alerter Madeleine. « Rien de grave, j'espère. Une simple vérification, rien qui ne puisse ressusciter les morts. » Le visage de Madeleine se figea imperceptiblement. Ce n'était qu'une fraction de seconde, mais Élise la vit, cette lueur de panique dans ses yeux. Quelle curieuse façon de s'exprimer, commenta Madeleine d'une voix soudain plus froide. « Si vous m'excusez, j'ai une réunion. » Elle s'éloigna d'un pas rapide. Laissant Élise avec la certitude qu'elle venait de toucher un point sensible, les jours suivants furent étranges. Élise remarqua que Madeleine l'observait plus attentivement que jamais, trouvant constamment des prétextes pour l'interroger sur son travail ou surveiller ses allées et venues. Parallèlement, sa relation avec Laurent évoluait subtilement. Il semblait chercher sa compagnie, lui confiant des responsabilités croissantes, partageant avec elle des réflexions personnelles qu'il gardait habituellement pour lui. « Vous avez une façon de voir les choses qui me rappelle Clara », lui dit-il un soir, alors qu'il travaillait tard. Cette capacité à percevoir l'essentiel derrière les apparences, Élise sentit son cœur se serrer. « Vous pensiez vraiment à elle quand vous m'avez embauchée, à cause de ma ressemblance avec votre fille ?» Laurent sembla surpris par la question. « Non, pas consciemment. » Il hésita. « Mais peut-être que quelque part, inconsciemment, c'est étrange, n'est-ce pas? Ces connexions que l'on ressent parfois sans les comprendre. » Chaque jour qui passait renforçait sa conviction. Chaque détail, chaque coïncidence s'assemblait comme les pièces d'un puzzle macabre. Mais la pièce maîtresse manquait encore. Pourquoi? Pourquoi Madeleine avait-elle séparé un père de sa fille? Pourquoi avait-elle orchestré cette tragédie? La réponse lui vint au cours d'une banale soirée de recherche dans les archives du cabinet. En préparant un dossier sur une affaire de 2004, Élise tomba sur une série d'emails entre Clara et Madeleine, datant des jours précédant l'accident. « J'ai découvert des anomalies dans les comptes du cabinet », écrivait Clara. « Des sommes importantes ont été détournées vers des comptes offshore. Nous devons en parler à Laurent dès mon retour. » La réponse de Madeleine était courtoise mais évasive, suggérant de reporter cette discussion. Élise sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Clara avait découvert quelque chose d'assez grave pour justifier un crime. Ses mains tremblantes continuèrent à parcourir les documents. Les mouvements financiers suspects avaient commencé peu après la fondation du cabinet et se poursuivaient encore aujourd'hui. Des détournements subtils mais systématiques, toujours supervisés par Madeleine en sa qualité de responsable financière du cabinet, des millions d'euros au fil des ans, une fortune bâtie sur la fraude, protégée par un meurtre, absorbée par sa découverte. Élise n'entendit pas la porte des archives s'ouvrir. Des heures supplémentaires. Mademoiselle Martin.
La voix de Madeleine la fit sursauter violemment. L'avocate se tenait à quelques mètres, son visage affichant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je termine un dossier pour Laurent, balbutia Élise en tentant de dissimuler les documents compromettants. À cette heure tardive, sans l'avoir informée, Madeleine s'approcha lentement. « Vous savez, j'ai d'abord cru à une simple curiosité déplacée de votre part, puis j'ai pensé à une attirance inappropriée pour votre patron. Ce ne serait pas la première fois qu'une jeune stagiaire tente sa chance. Elle était maintenant tout près, son parfum envahissant l'espace confiné. Mais c'est plus que ça, n'est-ce pas? Vous cherchez quelque chose de spécifique? Élise soutint son regard. Je cherche la vérité, Madame Armand. La vérité. Madeleine eut un petit rire sans joie. Quelle notion romantique, comme si la vérité était toujours bénéfique, comme si elle ne détruisait pas parfois plus qu'elle ne construit. Son regard dériva vers les documents que consultait Élise, et son expression se durcit. Vous jouez à un jeu dangereux, murmura-t-elle. Un jeu que vous ne pouvez pas gagner. Ce n'est pas un jeu pour moi. Non. Alors qu'est-ce? Exactement. Madeleine se pencha, si proche qu'Élise pouvait distinguer chaque nuance de ses iris gris acier. Que cherchez-vous à prouver? Et à qui? Élise ne répondit pas. Le silence s'étira, électrique, jusqu'à ce que Madeleine recule enfin. Quoi que vous pensiez avoir découvert, je vous conseille de l'oublier, pour votre bien. Elle se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta sur le seuil. Oh, et Élise, Laurent est un homme fragile, plus que vous ne l'imaginez. Certaines vérités pourraient le briser définitivement. La porte se referma, laissant Élise tremblante mais résolue. Cette menace à peine voilée ne faisait que confirmer ses soupçons. Le jour suivant marquait la fin de l'attente insupportable. Les résultats du test ADN étaient disponibles. Élise quitta le cabinet pendant sa pause déjeuner et se précipita au laboratoire, le cœur battant à tout rompre. L'enveloppe cachetée qu'on lui remit semblait contenir non pas de simples feuilles de papier, mais son destin entier. Elle trouva un banc isolé dans un petit parc et ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Les premiers paragraphes étaient remplis de jargon scientifique incompréhensible, mais une phrase se détachait, implacable dans sa clarté. Probabilité de paternité, 99,997%. Le monde sembla vaciller autour d'elle. C'était réel. Tout était réel. Elle était Élodie Dufresne, la fille de Laurent, l'enfant qu'il croyait morte depuis 21 ans. Pendant de longues minutes, Élise resta immobile, tentant d'absorber cette vérité vertigineuse. Puis, avec une détermination nouvelle, elle se leva et retourna au cabinet. Laurent était seul dans son bureau lorsqu'elle frappa à sa porte. « Élise, vous avez l'air bouleversée. » Elle referma soigneusement la porte derrière elle. « Laurent, il faut que je vous montre quelque chose. » D'un geste lent, elle sortit son pendentif de sous son chemisier. Puis, de son sac, elle tira le test ADN et le posa sur le bureau. Laurent fixa alternativement le pendentif et les documents. L'incompréhension se lisant sur son visage. « Je ne comprends pas. Ce pendentif, je l'ai toujours eu depuis que j'ai été déposée à l'orphelinat Sainte-Marie de Lyon à l'âge de 3 ans, en octobre 2004. » Elle le retourna pour révéler l'inscription. Laurent blêmit. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « J'ai trouvé son jumeau dans les archives, dans un écrin qui vous appartient. » Laurent se leva brusquement, comme frappé par une décharge électrique. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie cruelle ?»« Ce n'est pas une plaisanterie. » Élise indiqua le rapport médical. « Voici les résultats d'un test ADN comparant nos profils génétiques. Il confirme que vous êtes mon père biologique. » Laurent s'effondra dans son fauteuil, le visage livide. « C'est impossible. Ma fille est morte dans cet accident. J'ai vu son corps. »« Avez-vous vraiment vu son corps ?» demanda doucement Élise. « Où avez-vous fait confiance à ce que Madeleine vous a dit ?» Un éclair de doute traversa le regard de Laurent. Il se souvenait maintenant. L'état de choc, les sédatifs, Madeleine gérant tout, le dissuadant de voir le corps trop abîmé de sa petite fille, organisant des funérailles à cercueil fermé. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Mon Dieu, est-ce possible ?» Ses yeux se posèrent sur Élise, sur son visage, ses traits, ses expressions, comme s'il la voyait réellement pour la première fois, et quelque chose s'illumina dans son regard, une reconnaissance. Une certitude viscérale. « Étoile !» souffla-t-il, sa voix à peine audible. « Ma petite étoile. »
Le silence qui suivit semblait contenir tout le poids des années perdues. Laurent fixait Élise, son regard parcourant chaque détail de son visage, comme pour y retrouver l'enfant qu'il avait perdu. « Je vois Clara en toi », murmura-t-il enfin, la voix brisée par l'émotion. Ses yeux, sa façon de tenir la tête, comment ai-je pu ne pas le remarquer? « Vous ne cherchiez pas à voir votre fille dans une assistante juridique », répondit doucement Élise. Et puis, 21 ans ont passé. Laurent se leva brusquement et commença à faire les 100 pas, l'esprit en ébullition. « Si ce que tu dis est vrai, et ce test semble le confirmer, alors Madeleine, il s'interrompit, comme si la conclusion était trop monstrueuse pour être formulée. Madeleine a orchestré tout cela, acheva Élise. L'accident qui a tué ma mère était intentionnel, et quand elle a découvert que j'avais survécu, elle t'a fait disparaître. Laurent s'arrêta net, frappé par une réalisation. Les freins, Clara m'avait dit qu'ils semblaient mous. La semaine précédente, j'ai insisté pour qu'elle les fasse vérifier avant de partir en week-end. Il s'effondra dans son fauteuil, le visage ravagé par le chagrin et la colère. Pourquoi? Au nom de quoi aurait-elle fait une chose pareille? Élise hésita, puis sortit les copies des emails qu'elle avait découverts. Clara avait trouvé quelque chose, des irrégularités financières dans les comptes du cabinet. Laurent parcourut les documents, son expression passant de l'incrédulité à la fureur, des détournements de fonds. Depuis toutes ces années, des millions d'euros au total, Clara l'avait découvert et voulait vous en parler à son retour. Mais elle n'est jamais revenue, murmura Laurent, accablé. Et je n'ai jamais su. Il releva la tête brusquement. Nous devons aller à la police immédiatement. Avec quelle preuve? Objecta Élise. Un test ADN privé sans valeur légale. Des copies d'emails anciens, ce ne sera pas suffisant pour une affaire aussi grave, aussi ancienne. Alors quoi? Nous restons là sans rien faire, en sachant qu'elle a tué Clara et qu'elle nous a séparés pendant 21 ans. Non, répondit Élise avec une détermination nouvelle. Nous rassemblons davantage de preuves, des preuves irréfutables, et ensuite, nous l'exposons. Laurent la contempla avec un mélange de fierté et d'incrédulité. Tu lui ressembles tellement, cette détermination tranquille, cette intelligence. C'est tout, Clara. Il tendit la main vers elle, hésita, puis effleura doucement sa joue. Ma fille, ma petite fille est vivante. Les larmes qu'il retenait depuis si longtemps débordèrent enfin. Élise sentit sa propre vision se brouiller. Pendant un instant, ils restèrent ainsi, séparés par un bureau mais unis par la vérité nouvellement découverte. Puis, Laurent se reprit. Tu as raison, nous devons être méthodiques. Madeleine est puissante, influente, et manifestement capable du pire. Comment veux-tu procéder? J'ai besoin d'accéder aux archives complètes du cabinet, expliqua Élise. Les registres financiers depuis la fondation, et il nous faudrait retrouver le mécanicien qui a vérifié la voiture de maman avant l'accident. Je vais contacter un détective privé, décida Laurent. Quelqu'un de confiance, discret pour le reste, je te donnerai toutes les autorisations nécessaires. Un coup à la porte les interrompit. Madeleine entra sans attendre de réponse. Laurent, le client Beaulieu est arrivé et... Elle s'arrêta net en voyant leur visage bouleversé et les documents étalés sur le bureau. Ses yeux se plissèrent. Que se passe-t-il ici? Laurent se redressa, composant instantanément un masque professionnel. Une affaire personnelle, Madeleine, rien qui concerne le cabinet. Madeleine les observa tour à tour, suspicieuse. Tu pleures? Laurent, je ne t'ai pas vu pleurer depuis l'enterrement, compléta-t-il froidement. Les vieux souvenirs ressurgissent parfois. Tu devrais le savoir. Quelque chose dans son ton alerta Madeleine. Elle jeta un regard vers Élise, puis vers les papiers sur le bureau que Laurent avait partiellement couverts de sa main. Bien, je vais m'occuper du client moi-même, alors. Elle hésita avant d'ajouter. Tu sais que tu peux tout me dire, Laurent. Nous sommes plus que des associés après tout ce temps. Bien sûr, répondit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous nous parlons plus tard. Quand la porte se referma, Laurent et Élise échangèrent un regard entendu. « Elle soupçonne quelque chose », murmura Élise. « C'est certain, nous devons être extrêmement prudents. » Les jours suivants furent éprouvants, en apparence. Rien n'avait changé au cabinet. Laurent et Élise maintenaient une façade strictement professionnelle, limitant leurs discussions privées à de rares moments où ils étaient certains de ne pas être observés, mais en coulisses, leur enquête progressait. Le détective engagé par Laurent avait retrouvé François Mercier,
le mécanicien qui avait vérifié la voiture de Clara avant l'accident, l'homme avait quitté la région parisienne depuis longtemps, s'établissant dans un petit village du sud de la France. « Il a accepté de nous rencontrer », annonça Laurent lors d'un de leurs brefs échanges. Mais il semblait nerveux au téléphone, comme s'il craignait quelque chose. Parallèlement, Élise avait découvert un schéma sophistiqué de détournement de fonds s'étalant sur plus de 20 ans. Madeleine avait mis en place un système de fausses factures et de sociétés écrans qui lui permettait de siphonner régulièrement des sommes importantes des comptes du cabinet. « C'est ingénieux, d'une certaine manière », expliqua Élise à Laurent. « Elle utilise des montants relativement modestes à chaque fois, mais qui s'accumulent au fil des années. Clara l'avait repéré parce qu'elle vérifiait méticuleusement chaque transaction. Madeleine, cependant, devenait de plus en plus suspicieuse. Elle multipliait les apparitions inopinées lorsqu'Élise et Laurent travaillaient ensemble, surveillait leurs horaires, interrogeait subtilement d'autres employés sur leur comportement. Un soir, alors qu'Élise quittait le cabinet, elle remarqua une voiture qui la suivait. Le même véhicule était encore là, le lendemain matin, quand elle sortit de chez elle. « Elle me fait suivre », informa-t-elle Laurent, lors d'une conversation téléphonique codée qu'ils avaient mise en place pour communiquer en sécurité. « C'est pire que ça », répondit-il. « Elle a commencé à répandre des rumeurs au cabinet, des insinuations sur notre relation, sur ton professionnalisme. Classique, soupira Élise. Discréditer l'adversaire quand on ne peut pas l'éliminer. Sois extrêmement prudente, insista Laurent. Madeleine est acculée. Elle sait que nous découvrons quelque chose, même si elle ignore quoi exactement. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'Élise fut convoquée dans le bureau de Madeleine un vendredi après-midi. L'avocate l'attendait, assise derrière son imposant bureau en acajou, un dossier ouvert devant elle. « Mademoiselle Martin, ou devrais-je dire, Mademoiselle Personne ?» Élise maintint un visage impassible. « Je vous demande pardon. J'ai fait quelques recherches sur vous. » Madeleine tapota le dossier. Ah. Élise Martin, orpheline, brillante étudiante, mais bizarrement, avant votre arrivée à l'orphelinat Sainte-Marie à l'âge de 3 ans, vous n'existiez pas légalement, pas de certificat de naissance, pas de dossier médical antérieur, une enfant sortie de nulle part. Je ne vois pas en quoi ma vie personnelle vous concerne, répliqua Élise en s'efforçant de contrôler sa voix. Elle me concerne quand vous utilisez votre position dans ce cabinet pour manipuler mon associé. Madeleine se leva, contournant lentement son bureau. Qu'espérez-vous, exactement, séduire Laurent? Obtenir un poste permanent, ou est-ce plus personnel? Je fais simplement mon travail, maître Armand. Non. Madeleine s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Vous fouillez dans nos archives, vous manipulez Laurent, vous cherchez quelque chose. Elle sortit de sa poche le pendentif jumeau, celui qu'Élise avait trouvé dans l'écrin de bois. Ceci vous dit-il quelque chose? Élise sentit son sang se glacer. Comment Madeleine avait-elle su qu'elle l'avait trouvé? Je ne comprends pas. Arrêtez ce petit jeu, siffla Madeleine. Vous croyez vraiment pouvoir débarquer ici et tout bouleverser? Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai sacrifié pour ce cabinet, de ce que j'ai dû faire pour le protéger. Le protéger, ou vous protéger vous-même. Le visage de Madeleine se durcit. Écoutez-moi bien. Quelles que soient vos intentions, quel que soit votre petit plan, abandonnez immédiatement. Laurent a suffisamment souffert. Il a reconstruit sa vie. Voulez-vous vraiment tout détruire avec vos fantasmes? Ce ne sont pas des fantasmes, répondit calmement Élise. Et vous le savez parfaitement, pendant un instant. Élise crut voir une lueur de doute, peut-être même de regret, traverser le regard de Madeleine, mais elle disparut aussitôt, remplacée par une détermination glaciale. Je vous donne un conseil, mademoiselle Martin. Démissionnez, partez, oubliez tout cela, ou je vous promets que vous le regretterez amèrement. Élise soutint son regard sans ciller. Est-ce ainsi que vous avez menacé ma mère aussi, avant de saboter sa voiture? Le choc fit reculer Madeleine d'un pas. Pour la première fois, son masque de contrôle se fissura complètement. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, murmura-t-elle. Oh si, je le sais parfaitement, répliqua Élise avec une assurance nouvelle. Tout comme je sais qui je suis réellement, et Laurent le sait aussi, maintenant. La panique traversa furtivement le visage de Madeleine. Puis, se reprenant, elle afficha un sourire froid. Vous n'avez aucune preuve, rien que des théories fantasques et un test ADN sans valeur légale.
Son sourire s'élargit devant la surprise d'Élise. « Oh oui, je suis au courant, j'ai des amis partout. Ma chère, même dans les laboratoires. » Elle retourna s'asseoir derrière son bureau. « Maintenant, sortez et transmettez un message à Laurent. S'il continue sur cette voie, je détruirai ce cabinet, et lui avec. » Élise quitta le bureau, ébranlée mais déterminée. La confrontation avec Madeleine avait confirmé toutes ses suspicions, mais elle avait aussi révélé l'ampleur du danger auquel il faisait face. Cette femme était prête à tout pour protéger ses secrets. Elle l'avait déjà prouvé une fois, 21 ans plus tôt. La pluie battait violemment contre les fenêtres du bureau de Laurent. L'avocat écoutait Élise lui raconter sa confrontation avec Madeleine, son visage s'assombrissant à chaque détail. « Elle sait tout », conclut Élise, « et elle ne reculera devant rien. » Laurent passa une main sur son visage fatigué. En l'espace de quelques jours, les certitudes de toute une vie s'étaient effondrées. L'associée qu'il croyait loyale, la belle-sœur qu'il avait soutenue dans son deuil, n'était qu'une meurtrière calculatrice. Nous ne pouvons plus rester passifs. Décida-t-il. Demain, je rencontre François Mercier, le mécanicien. Si nous obtenons son témoignage sur le sabotage de la voiture, nous aurons notre première preuve tangible. Vous ne devriez pas y aller seul, objecta Élise. Madeleine vous fait peut-être surveiller aussi. J'ai pris mes précautions. Le détective m'accompagne. Il se leva et regarda par la fenêtre, contemplant Paris sous la pluie. Pour le moment, nous devons continuer comme si de rien n'était. Fais-moi confiance. Élise hocha la tête, même si un mauvais pressentiment l'étreignait. Et moi, que dois-je faire? Continue ton travail normalement, évite Madeleine autant que possible. Et si elle tente de t'approcher, Laurent se tourna vers elle, le regard soudain dur. Enregistre tout. Le lendemain matin, Laurent prétexta un rendez-vous client en province pour s'absenter. Dans le hall, il croisa Madeleine qui arrivait, élégante comme toujours dans son tailleur gris perle. « Tu pars déjà ?» s'étonna-t-elle avec une cordialité calculée. « Le conseil d'administration est à 14h. Un client urgent à Lyon, je serai de retour à temps. » Il enfila son manteau, s'efforçant de paraître détendu. « À propos, tu as parlé à Élise récemment, elle m'a semblé troublée. » Madeleine sourit froidement. « Nous avons eu une petite conversation, en effet. Je pense que cette jeune femme traverse une période difficile. Des problèmes d'identité, peut-être. » D'identité. Laurent maintint soigneusement son expression neutre. « Que veux-tu dire ?»« Oh, rien de spécifique, mais son comportement est inquiétant. Tu ne trouves pas cette fascination pour les archives anciennes? Pour ton passé ?» Elle posa une main sur son bras. « Je m'inquiète pour toi, Laurent. Tu as déjà tant souffert. » Il se força à sourire. « Ta sollicitude me touche, Madeleine, vraiment. Nous sommes une famille, après tout, » répondit-elle. « Du moins, ce qu'il en reste. » Sur ces paroles lourdes de sous-entendu, elle s'éloigna vers les ascenseurs, laissant Laurent avec un goût amer dans la bouche. Pendant 21 ans, cette femme l'avait regardé dans les yeux, jour après jour, sachant ce qu'elle avait fait à Clara, à leur fille, à lui. Quelques heures plus tard, dans un petit café de province, Laurent faisait face à François Mercier, l'ancien mécanicien, désormais dans la soixantaine, semblait nerveux, ses doigts tapotant sans cesse le bord de sa tasse. « Je ne pensais pas vous revoir un jour. »« Maître Dufresne, commença-t-il, après toutes ces années, je recherche la vérité, monsieur Mercier, sur l'accident qui a coûté la vie à ma femme. » Le mécanicien pâlit visiblement. « J'ai déjà tout dit à l'époque. C'était une défaillance mécanique. Imprévisible. » Laurent se pencha en avant. « Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Quelqu'un a saboté les freins, n'est-ce pas ?» Un long silence s'installa, puis, dans un murmure à peine audible, « Comment l'avez-vous découvert ? Peu importe. Ce qui compte, c'est ce que vous savez. » Mercier jeta des regards inquiets autour de lui. « Vous ne comprenez pas cette femme. Elle est dangereuse. Elle m'a payé pour me taire à l'époque. Une somme importante. » « Madeleine Armand, » confirma Laurent. Le mécanicien acquiesça lentement. « Elle est venue me voir après que j'ai examiné l'épave. J'avais remarqué des traces d'huile de frein fraîche sur le sol de mon atelier, après le passage de votre femme, comme si quelqu'un avait percé une durite pendant la nuit. Et vous n'avez rien dit. J'allais le faire. Mais cette femme, elle savait des choses sur moi, des problèmes fiscaux que j'avais eus. Elle a menacé de me dénoncer, de me faire perdre mon garage, et puis il y a eu cet argent. » Sa voix se brisa. «
J'ai des regrets tous les jours, maître Dufresne. Tous les jours. Seriez-vous prêt à témoigner maintenant, à dire la vérité? Enfin, Mercier baissa les yeux. Je ne sais pas, après tout ce temps, ma fille a survécu à l'accident, lâcha Laurent, observant attentivement la réaction du mécanicien. Madeleine l'a fait disparaître, m'a fait croire qu'elle était morte aussi. Mon Dieu, souffla Mercier, choqué. Je ne savais pas, je vous jure que je ne savais pas qu'il y avait un enfant. Aidez-moi à rendre justice à ma femme, à ma fille. Le détective, qui était resté silencieux jusqu'alors, sortit un enregistreur. Nous pouvons prendre votre déclaration complète maintenant, monsieur Mercier, entièrement confidentielle jusqu'à ce que les procédures légales soient engagées. Après une longue hésitation, le mécanicien hocha la tête. D'accord, je vais tout vous dire. Pendant ce temps, au cabinet, Élise faisait face à une situation de plus en plus hostile. La rumeur d'une liaison entre elle et Laurent s'était répandue comme une traînée de poudre, alimentée par des insinuations soigneusement distillées par Madeleine. C'est à se demander sur quels critères elle a vraiment été embauchée, entendit-elle murmurer une secrétaire, tandis qu'elle traversait l'open space. Plus tôt ce matin-là, elle avait trouvé un dossier égaré sur son bureau, une évaluation négative de son travail, prétendument rédigée par Laurent, citant des erreurs graves qu'elle n'avait jamais commises. « Ne t'inquiète pas », lui avait glissé Charlotte, la secrétaire principale, en découvrant le document. « Personne ne croit à ces histoires. Nous savons tous que Madeleine a une dent contre toi. Pourquoi me détesterait-elle à ce point ?» Charlotte avait haussé les épaules. Madeleine a toujours été possessive envers Laurent depuis la mort de sa sœur. Certains disent qu'elle espérait qu'il se tourne vers elle après son deuil. Cette révélation avait jeté un nouvel éclairage sur les motivations de Madeleine. Était-il possible que la jalousie ait joué un rôle dans son crime? Que son obsession pour Laurent ait contribué à sa décision d'éliminer Clara? En début d'après-midi, Élise reçut un appel de Laurent. Il semblait à la fois exalté et tendu. « J'ai le témoignage de Mercier », annonça-t-il à voix basse. Il a tout confirmé. Le sabotage, l'intervention de Madeleine pour le faire taire. « C'est fantastique », souffla Élise. « Avec ça et les preuves financières que j'ai rassemblées. » « Exactement. Nous avons presque tout ce qu'il nous faut. » Il y eut une pause. « Il manque encore un élément crucial, l'infirmière qui a falsifié ton certificat de décès. » Élise sentit son cœur s'accélérer. Comment la retrouver après tant d'années? Le détective y travaille, il a déjà une piste, une certaine Martine Bouvier, qui travaillait à l'hôpital à l'époque et qui a démissionné brusquement peu après l'accident. Et ensuite, quand aurons-nous assez de preuves? Bientôt. La voix de Laurent devint plus grave. Mais nous devons être prudents. Madeleine devient dangereuse. J'ai remarqué quelqu'un qui me suivait aujourd'hui. Vous pensez qu'elle soupçonne où vous êtes allé? Possible. Je serai de retour dans 2 heures environ. En attendant, reste visible. Ne t'isole pas. Après avoir raccroché, Élise se sentit paradoxalement plus vulnérable. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, mais la menace que représentait Madeleine n'avait jamais semblé aussi tangible. Elle décida de rester dans l'open space, entourée d'autres employés, travaillant sur un dossier sans importance pour maintenir les apparences. À 16 heures, alors qu'elle consultait ses emails, un message anonyme apparut dans sa boîte de réception. Le sujet était simplement « Danger ». Le corps du message ne contenait que quelques mots « Parking sous-sol, niveau 3, pilier 7, maintenant ». Élise hésita. Ce message pouvait être un piège, mais il pouvait aussi provenir d'un allié inconnu, quelqu'un qui avait des informations cruciales. Après un moment de réflexion, elle prit une décision. Elle composa le numéro de Laurent, laissant un message vocal détaillé sur l'endroit où elle se rendait et pourquoi. Puis, elle activa l'application d'enregistrement sur son téléphone et le glissa dans la poche de sa veste. Le parking souterrain était sinistre à cette heure, faiblement éclairé par des néons blafards. Ses pas résonnaient sur le béton, tandis qu'elle se dirigeait vers le niveau le plus profond. Arrivée près du pilier 7, elle s'arrêta, scrutant les ombres. « Il y a quelqu'un ? Mademoiselle Martin ?» La voix la fit sursauter. Joseph Moreau, l'archiviste, émergea de derrière une voiture garée. « Monsieur Moreau, c'est vous qui m'avez envoyé ce message. » Le vieil homme semblait nerveux, constamment aux aguets. « Oui, je devais vous parler en privé. C'est au sujet de Madame Armand. Que se passe-t-il ? Je l'ai entendue au téléphone tout à l'heure. Elle parlait à quelqu'un, un homme. Elle mentionnait votre nom.
celui de maître Dufresne. Et puis, il déglutit péniblement. Elle a dit qu'il fallait régler définitivement le problème. Un frisson glacial parcourut l'échine d'Élise. « Vous êtes sûre ? » ?»« Absolument. J'ai travaillé ici pendant 15 ans, mademoiselle. Je connais madame Armand. » Quand elle parle comme ça, il secoua la tête. « Vous êtes en danger. Et maître Dufresne aussi. Merci de m'avoir prévenu. » Élise sortit son téléphone. « Je dois appeler Laurent immédiatement. »« Pas la peine. » intervint une voix féminine derrière eux. « Il a eu un léger contretemps sur la route. » Élise se retourna lentement. Madeleine se tenait là, un pistolet à la main, son visage habituellement impassible déformé par une fureur glaciale. « Voyez-vous, ma chère Élodie ?» poursuivit-elle en utilisant délibérément son vrai prénom. « Certains secrets doivent rester enterrés pour toujours. » Le temps semblait suspendu dans la pénombre du parking. Joseph Moreau recula instinctivement, tandis qu'Élise restait figée, les yeux rivés sur l'arme que Madeleine pointait vers elle. « Qu'avez-vous fait à Laurent ?» demanda-t-elle. La gorge sèche, un sourire froid étira les lèvres de Madeleine. « Rien d'irréversible, encore. Disons que sa voiture a été interceptée, une simple mise en garde, comme l'accident de ma mère était une mise en garde. » La main de Madeleine se crispa sur l'arme. « Ta mère, ma sœur, elle ne m'a pas laissé le choix. Elle allait tout détruire. En exposant vos fraudes, en révélant que vous voliez votre propre cabinet. Ce n'était pas du vol, » s'écria Madeleine avec une soudaine véhémence. « C'était ma juste compensation. J'ai tout donné pour ce cabinet, tout, tandis que Clara avait tout sans effort, un mari brillant, une carrière, une famille parfaite. » Joseph tenta discrètement de s'éloigner, mais Madeleine le remarqua immédiatement. « Restez où vous êtes. »« Moreau, vous faites partie de ce gâchis maintenant. Madame Armand, » commença-t-il d'une voix tremblante. « Vous ne pouvez pas. Taisez-vous, » le coupa-t-elle sèchement. Puis, se tournant vers Élise, « Tu sais ce qui est ironique. Je ne voulais pas que l'enfant meure. Le plan était juste d'éliminer Clara, un regrettable accident, une tragédie familiale, et Laurent se tournerait naturellement vers moi pour être consolé. » Elle laissa échapper un rire sans joie. « Mais quand j'ai appris que tu avais survécu, tu comprends? Je ne pouvais pas te garder dans le tableau. Tu ressemblais tellement à ta mère. Laurent l'aurait vu immédiatement. Alors vous m'avez fait disparaître, » murmura Élise. « Vous avez falsifié mon certificat de décès et m'avez abandonné dans un orphelinat. J'ai fait ce qui était nécessaire. » Madeleine jeta un regard vers sa montre. « Et maintenant, l'histoire va se répéter. Une tragique agression dans le parking, une assistante juridique et un vieil archiviste, victime d'un criminel jamais retrouvé. » Joseph pâlit visiblement. « Pour l'amour de Dieu, Madeleine, ressaisissez-vous. Vous ne pouvez pas commettre un double meurtre ici ? » « Bien sûr que si, » répondit-elle avec un calme glaçant. « Et ensuite, je consolerai à nouveau Laurent, comme la dernière fois. » Élise comprit alors que Madeleine avait basculé dans une logique implacable. Au-delà de toute raison, la peur céda la place à une étrange clarté mentale. « Et les preuves ?» demanda-t-elle, gagnant du temps. « Laurent a le témoignage du mécanicien. Les documents financiers sont sauvegardés. Vous ne pourrez pas tout faire disparaître cette fois. » Une ombre d'inquiétude traversa le visage de Madeleine. « Quelles preuves exactement ? François Mercier a tout avoué, » révéla Élise. « Le sabotage des freins, votre intervention pour acheter son silence. Impossible. Mercier n'aurait jamais. Il l'a fait. Et l'infirmière qui a falsifié mon certificat de décès. Le détective l'a retrouvé aussi. C'était un mensonge. » Mais Élise vit le doute s'installer dans le regard de Madeleine. La main tenant l'arme tremblait légèrement maintenant. Un bruit de pas résonna soudain dans le parking. Madeleine se retourna brusquement. Son attention momentanément détournée, Joseph saisit cette opportunité pour se jeter sur elle. La lutte fut brève mais intense. Le vieil homme n'avait pas la force de maîtriser Madeleine, mais il parvint à dévier l'arme. Un coup de feu éclata, assourdissant dans l'espace confiné, ricochant sur une colonne de béton. « Courez !» hurla Joseph à Élise. Elle hésita une fraction de seconde, puis s'élança vers la sortie. Derrière elle, un second coup de feu retentit, suivi d'un cri de douleur. Élise se retourna juste à temps pour voir Joseph s'effondrer, la main pressée contre son épaule ensanglantée. Madeleine se tournait déjà vers elle, l'arme pointée, une expression de haine pure déformant ses traits élégants. « Madeleine, arrête !»
La voix de Laurent tonna dans le parking. Il apparut près de la rampe d'accès, accompagné de 2 policiers en uniforme. Son visage était contusionné. Un mince filet de sang coulait de sa tempe, mais ses yeux brillaient d'une détermination féroce. « C'est fini !» déclara-t-il fermement. « Pose cette arme. » Maintenant, Madeleine resta immobile, l'arme toujours pointée vers Élise, pendant un instant terrible. Son doigt sembla se crisper sur la détente. « Tu ne comprends pas !» articula-t-elle, sa voix à peine audible. « J'ai fait tout ça pour nous, pour toi. Il n'y a jamais eu de nous. » « Madeleine, » répondit Laurent avec une froideur inhabituelle, « tu as tué ma femme. Tu m'as séparée de ma fille pendant 21 ans. Tu as détruit ma vie. Pas sauvée. » Les policiers avançaient lentement, leurs propres armes dégainées. « Madame Armand, déposez votre arme immédiatement. » Pendant un moment de suspense insoutenable, l'issue sembla incertaine. Puis, lentement, Madeleine baissa son pistolet. « Elle te ressemble, tu sais, » dit-elle doucement, regardant Élise avec une étrange fascination. « Mais elle a tes yeux. » Un des policiers s'avança rapidement pour lui saisir l'arme et la menotter. Tandis que l'autre se précipitait vers Joseph pour évaluer sa blessure, Laurent courut vers Élise et l'enveloppa dans une étreinte protectrice. « Tu n'as rien. Mon Dieu, j'ai eu tellement peur. Comment as-tu su ?» murmura-t-elle, encore tremblante. « Ton message vocal. J'étais déjà en route vers le cabinet avec la police quand je l'ai reçu. Nous avions découvert que les hommes de main engagés par Madeleine pour m'intercepter travaillaient aussi comme agents de sécurité ici. » Il la serra plus fort. « Je n'aurais jamais dû te laisser seule. Jamais. » Tandis que les policiers emmenaient Madeleine. Celle-ci se retourna une dernière fois. Son masque de contrôle s'était complètement effondré, révélant un visage ravagé par la haine, la jalousie et quelque chose qui ressemblait presque à du regret. « Tu aurais dû rester morte, Élodie », lança-t-elle avec un dernier éclat de défiance. 3 heures plus tard, dans une salle de réunion du commissariat central de Paris, Laurent et Élise achevaient leur déposition. L'affaire prenait une ampleur considérable. Tentative de meurtre, homicide prémédité, enlèvement d'enfants, falsification de documents officiels, détournement de fonds. « Nous aurons encore besoin de vos témoignages dans les jours à venir », expliqua le commissaire Ledoux, un homme imposant au regard perçant. « Mais les éléments que nous avons déjà sont accablants. Madame Armand ne s'en sortira pas. Et Joseph Moreau, sans quitter Élise. Comment va-t-il ? Sa blessure est sérieuse mais pas critique. Il est à l'hôpital, hors de danger. » Laurent posa une main sur l'épaule d'Élise. « Nous devrions aller nous reposer. Cette journée a été éprouvante. » Alors qu'ils quittèrent le commissariat, la pluie avait cessé. Le ciel nocturne de Paris se dégageait, laissant apparaître quelques étoiles au-dessus des lumières de la ville. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Élise, alors qu'il marchait lentement vers la voiture de Laurent. « Maintenant ?» répondit-il en lui prenant la main. « Nous commençons à reconstruire ce que Madeleine nous a volé, une relation père-fille, une famille. » Une émotion indescriptible submergea Élise. Pendant 21 ans, elle s'était sentie incomplète, comme si une partie d'elle-même manquait. « Et maintenant, j'ai préparé une surprise, » continua Laurent avec un sourire hésitant. « Si tu te sens prête, bien sûr. Quelle surprise? Une visite à quelqu'un qui nous a beaucoup manqué à tous les deux. » Élise comprit immédiatement. « Maman, » murmura-t-elle. Laurent hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Il est temps que tu rencontres Clara, que tu te recueilles sur sa tombe. Elle t'aimait tellement. »« Élodie, Élise, je peux être les deux, » sourit-elle à travers ses larmes. « Élise pour le monde et Élodie pour toi. » Dans la voiture, tandis qu'ils se dirigeaient vers le cimetière où reposait Clara Dufresne, Laurent fredonna doucement la berceuse, cette mélodie qui avait traversé le temps et la séparation. Ce fil musical qui les avait reconnectés, au même moment, dans une cellule du commissariat, Madeleine Armand contemplait le mur gris avec des yeux vides. L'empire de mensonges qu'elle avait construit pendant 2 décennies s'était effondré en quelques jours. Tout ce qu'elle avait fait, le meurtre, l'enlèvement, les fraudes, avait été vain. Laurent ne l'aimerait jamais, et maintenant, elle avait perdu absolument tout. Le cimetière du Père-Lachaise était paisible en cette fin de journée. Les allées bordées d'arbres centenaires baignaient dans la lumière dorée du soleil couchant. Conférant au lieu une beauté sereine qui contrastait avec sa fonction, Laurent guidait Élise à travers les tombes, leurs pas crissant sur le gravier,
Ils marchaient lentement, comme pour retarder un moment à la fois attendu et redouté. Finalement, ils s'arrêtèrent devant une sépulture simple mais élégante en marbre blanc. Clara Dufresne, 1976-2004. L'amour ne meurt jamais. À côté se trouvait une petite tombe d'enfant, portant le nom Élodie Dufresne, et les mêmes dates. Un frisson parcourut Élise, en contemplant sa propre pierre tombale, un monument à une mort qui n'avait jamais eu lieu. « C'est tellement étrange », murmura-t-elle. Voir son propre nom sur une tombe. Laurent serra sa main plus fort. « Je venais ici chaque semaine pendant des années, puis une fois par mois. Jamais je n'aurais imaginé que... » Il ne put achever sa phrase. Submergée par l'émotion, Élise s'agenouilla devant la tombe de sa mère et déposa le bouquet de lys blanc qu'ils avaient acheté en chemin. « Bonjour, maman, » dit-elle doucement. « C'est moi, Élodie, ton étoile. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à revenir. » Les larmes coulaient librement sur son visage, tandis qu'elle parlait à cette mère qu'elle n'avait pas connue consciemment, mais dont le souvenir résidait quelque part dans les recoins les plus profonds de sa mémoire, dans la mélodie d'une berceuse, dans la chaleur diffuse d'un amour maternel trop tôt arraché. « Elle te ressemblait tellement, » dit Laurent, en s'agenouillant à ses côtés. Pas seulement physiquement, elle avait cette même force tranquille, cette détermination. « Raconte-moi, » demanda Élise, « tout ce dont tu te souviens d'elle, de nous, de notre vie avant. » Ils restèrent là, assis sur un banc face à la tombe, tandis que Laurent déroulait le fil des souvenirs. Il parlait de la rencontre avec Clara à l'université de droit, de leur mariage simple dans un petit village de Normandie, de la joie indescriptible à la naissance d'Élodie, des promenades dominicales au jardin du Luxembourg, des vacances d'été en Bretagne, des petits rituels familiaux que Madeleine avait brutalement interrompus. Elle chantait cette berceuse chaque soir, raconta Laurent, sa voix s'adoucissant au souvenir. Elle disait que c'était un air que sa grand-mère lui chantait, transmis de génération en génération. Le crépuscule enveloppait progressivement le cimetière quand ils se décidèrent finalement à partir. Avant de s'éloigner, Élise posa délicatement son pendentif en forme de lune et d'étoile sur le marbre blanc. « Je le récupérerai demain », expliqua-t-elle à Laurent. « Mais cette nuit, je veux qu'il reste avec elle. » Le lendemain matin, ils se rendirent ensemble au cabinet Dufresne & Associés. L'arrestation spectaculaire de Madeleine avait fait la une des journaux, et l'atmosphère dans les bureaux oscillait entre le choc, l'incrédulité et une curiosité morbide. Laurent avait convoqué une réunion extraordinaire de tous les employés et associés. Debout face à une assemblée silencieuse et tendue, il leur révéla la vérité. Toute la vérité, les fraudes de Madeleine, le meurtre de Clara, l'enlèvement d'Élise et la falsification de sa mort. Les preuves accumulées contre celle qui avait été, pendant plus de 20 ans, le visage respecté du cabinet. « Et voici la vérité la plus extraordinaire », conclut-il en regardant Élise avec émotion. « Élise Martin, que vous connaissez tous comme notre assistante juridique, est en réalité ma fille. » Élodie Dufresne, un murmure stupéfait parcourut l'assemblée. Des regards incrédules se tournèrent envers Élise, cherchant dans ses traits une confirmation de cette révélation inouïe. « Les tests ADN sont formels », poursuivit Laurent. « Madeleine avait orchestré l'accident pour éliminer ma femme, qui avait découvert ses malversations financières. Quand elle a réalisé qu'Élodie avait survécu, elle l'a fait disparaître dans un orphelinat et a falsifié son certificat de décès. » Charlotte, la secrétaire, s'approcha d'Élise avec des larmes dans les yeux. « Mon Dieu, c'est incroyable. Maintenant que je le sais, je vois tellement de Clara en vous. » D'autres employés vinrent exprimer leur soutien, leur choc, leur compassion, même ceux qui, manipulés par Madeleine, s'étaient montrés hostiles envers Élise ces derniers jours, semblèrent maintenant sincèrement bouleversés par ce qu'elle avait traversé. Après la réunion, Laurent et Élise s'isolèrent dans son bureau pour discuter de l'avenir du cabinet. « Nous allons devoir procéder à un audit complet », expliqua Laurent. « Revoir chaque transaction des 20 dernières années. Certains clients voudront peut-être nous quitter quand le scandale éclatera publiquement. Tu penses que le cabinet survivra ? Avec du travail, oui. Notre réputation a été construite sur bien plus que Madeleine. » Il sourit faiblement. « Et puis, nous avons un atout secret maintenant. » « Lequel ? Toi, une brillante juriste en devenir qui porte le nom de Dufresne. » Élise sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Tu voudrais que je reste ?
que je travaille ici, après mes études, seulement si tu le souhaites, répondit-il doucement. Je ne veux rien t'imposer, Élise. Notre relation est trop nouvelle, trop fragile encore. J'aimerais beaucoup, affirma-t-elle avec une conviction qui la surprit elle-même. Mais d'abord, je dois terminer mon cursus de droit. Laurent acquiesça, visiblement ému. Bien sûr, et tu pourrais vivre à la maison pendant ce temps. J'ai une grande maison à Neuilly, beaucoup trop vide depuis des années. La proposition était tentante. Mais Élise hésita. C'est peut-être un peu tôt. Nous avons besoin de temps pour nous connaître, pour construire notre relation, pas à pas. Tu as raison, comme toujours. Laurent sourit avec une pointe de tristesse. Clara aurait dit la même chose. Elle était toujours la voix de la sagesse entre nous deux. Un coup discret à la porte les interrompit. Joseph Moreau se tenait dans l'embrasure, le bras en écharpe, le visage pâle mais déterminé. « Joseph !» s'exclama Laurent en se levant pour l'accueillir. « Vous devriez être à l'hôpital. J'ai signé une décharge, » expliqua l'archiviste. « Je devais vous voir tous les deux. » Élise lui prit la main avec émotion. « Vous m'avez sauvé la vie, monsieur Moreau. Vous avez risqué la vôtre pour moi. » Le vieil homme parut embarrassé. « J'ai simplement fait ce qui était juste. Enfin, » il hésita avant d'ajouter. « J'aurais dû le faire bien plus tôt. J'avais des soupçons. Vous savez, des indices que j'ai ignorés pendant des années. » « Quels indices ?» demanda Laurent. « Des documents étranges dans les archives, des rapports financiers qui ne correspondaient non pas, et puis cette armoire personnelle de Madeleine, toujours verrouillée. » Il secoua la tête avec regret. « J'ai choisi de ne pas voir, par peur, par commodité. Vous vous êtes rattrapé amplement, » le rassura Élise. « Sans vous, nous ne serions peut-être plus là. » En fin d'après-midi, Laurent emmena Élise visiter la maison familiale à Neuilly, une élégante demeure bourgeoise qu'il avait conservée malgré les souvenirs douloureux qui y étaient attachés. « Je n'ai pratiquement rien changé depuis l'accident, » avoua-t-il en ouvrant la porte d'entrée. « C'était à la fois un sanctuaire et une pénitence, je suppose. » Élise fut frappée par la beauté mélancolique des lieux. Des photos de famille ornaient les murs. Clara radieuse dans sa robe de mariée, un bébé Élodie dans les bras de ses parents. Des moments de bonheur figés dans le temps. « Et voilà ta chambre », annonça Laurent, en ouvrant doucement une porte au premier étage. La pièce était comme suspendue dans le temps. Un parfait exemple de chambre d'enfant du début des années 2000. Préservée comme un musée, des jouets soigneusement rangés, des livres d'images alignés sur une petite étagère, un mobile d'étoiles et de lune suspendu au-dessus d'un lit à barrière. Sur une commode trônait un cadre contenant la même photographie que celle du bureau de Laurent. La petite fille aux tresses brunes en robe blanche. « J'y venais souvent, » confia Laurent. « Pour te parler, d'une certaine façon, pour te raconter ma journée, comme si tu pouvais m'entendre. » Élise sentit son cœur se serrer. Elle s'approcha du lit et prit un petit ourson en peluche usé par les années. « Monsieur Câlin » murmura-t-elle. Surprise par ce nom qui lui était venu spontanément, Laurent la regarda avec stupéfaction. « Tu t'en souviens ? C'était effectivement son nom. Tu ne t'endormais jamais sans lui. Je ne m'en souviens pas consciemment, » expliqua Élise. « C'est juste, venu, comme la berceuse. » Cette chambre figée dans le temps cristallisait tout ce qu'ils avaient y perdu. L'enfance volée d'Élise, les années de paternité arrachées à Laurent, mais elle représentait aussi, paradoxalement, un nouveau départ, un fil renoué avec le passé, une chance de reconstruire sur des fondations anciennes mais solides. « Il y a autre chose que je veux te montrer », dit Laurent en la conduisant vers un petit bureau adjacent à sa chambre. Il ouvrit un tiroir et en sortit une boîte en bois marquée de l'inscription « Pour Élodie ». À l'intérieur se trouvaient des dizaines de lettres, soigneusement datées et rangées chronologiquement. « Je t'ai écrit », expliqua Laurent, la voix tremblante d'émotion. « Chaque année, pour ton anniversaire, pour Noël, pour les moments importants. Des lettres que je pensais que tu ne lirais jamais. » Élise prit la première enveloppe avec révérence. L'écriture était nette, précise, mais on y devinait le tremblement de la main qui l'avait tracée. « Ma chère étoile », commençait la lettre. « Aujourd'hui, tu aurais eu 4 ans. » Les larmes brouillèrent sa vision. 21 ans d'amour paternel, préservés sur papier. 21 années de deuil, de souvenirs, d'espoir brisé, mais aussi de fidélité à la mémoire d'une enfant qu'il croyait perdue à jamais. « Je les lirai toutes », promit-elle. Chaque mot,
Ils redescendirent au salon, où Laurent lui servit un thé. Le silence entre eux n'était plus gêné ou tendu, mais empreint d'une émotion partagée trop profonde pour les mots. « À partir de maintenant », dit finalement Laurent en levant sa tasse dans un toast improvisé, « nous regardons vers l'avenir, nous honorons Clara et ce que nous avons perdu, mais nous ne laissons plus le passé définir notre présent. À l'avenir, » répondit Élise, en touchant sa tasse à la sienne. « Et à la vérité qui nous a réunis, 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Madeleine Armand. L'automne parisien déployait ses teintes cuivrées sur les jardins du Luxembourg, où Élise et Laurent marchaient tranquillement, profitant de la douceur exceptionnelle de cette fin octobre. « Je n'arrive pas à croire que c'est aujourd'hui, » dit Élise en ajustant son écharpe. « 30 ans, je me demande ce que maman penserait de tout ça. » Laurent sourit, les yeux brillants de fierté. « Elle serait immensément fière de toi, tout comme je le suis. » Ce jour marquait non seulement le 30e anniversaire d'Élise, mais aussi la fin officielle du procès de Madeleine. Après des mois de procédure, d'expertise et de témoignages, la justice avait rendu son verdict la veille, 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre avec préméditation, tentative de meurtre, enlèvement d'enfants, falsification de documents officiels et détournement de fonds aggravés. « As-tu des regrets ?» demanda doucement Laurent. « D'avoir poursuivi la vérité jusqu'au bout, malgré les conséquences. » Élise réfléchit un moment avant de répondre. « Non, Madeleine devait répondre de ses actes, pour maman, pour nous, et pour elle-même aussi, d'une certaine façon. Les mois écoulés avaient transformé leur vie de façon spectaculaire. Le cabinet, rebaptisé simplement Dufresne Avocat, avait subi une profonde restructuration. Certains clients étaient d'un parti, effrayés par le scandale, mais la plupart étaient restés, impressionnés par l'intégrité dont Laurent avait fait preuve, en exposant lui-même les malversations qui avaient eu lieu dans sa propre entreprise. Élise, tout en poursuivant ses études de droit, travaillait désormais officiellement comme consultante pour le cabinet. Son histoire, soigneusement présentée aux médias pour protéger sa vie privée, avait suscité une vague d'empathie et d'admiration. Cette notoriété inattendue, elle avait choisi de l'utiliser pour une cause qui lui tenait à cœur. Comment avance la fondation ? S'enquit Laurent. Formidablement bien, répondit Élise avec enthousiasme. Nous avons déjà reçu des promesses de dons pour plus d'1 million d'euros et l'orphelinat Sainte-Marie sera notre premier partenaire officiel, la fondation Clara Dufresne, créée en mémoire de sa mère, avait pour mission d'aider les enfants sans famille et de soutenir les recherches sur les enfants disparus, une façon de transformer sa propre tragédie en quelque chose de positif pour d'autres. Sœur Marguerite était tellement émue quand je lui ai annoncé le projet de rénovation complète, poursuivit Élise, et Madame Perrin a accepté de faire partie du conseil d'administration. Ils s'arrêtèrent près du bassin central, contemplant les enfants qui faisaient naviguer leurs petits voiliers sur l'eau, une scène intemporelle, presque identique à celle qu'Élise et Laurent avaient vécue ensemble 27 ans plus tôt. Quand la petite Élodie venait jouer ici avec son père, je commence à me souvenir, confia Élise en observant un petit garçon qui courait après son bateau. Pas des souvenirs clairs, plutôt des impressions, des fragments, mais ils sont de plus en plus fréquents. Le psychiatre qu'elle consultait depuis quelques mois lui avait expliqué que certains souvenirs précoces, bien qu'enfouis, pouvaient parfois ressurgir dans des contextes familiers ou à la suite d'un choc émotionnel. Le processus de reconnexion avec son passé serait long, peut-être incomplet, mais chaque souvenir récupéré était un petit miracle. « Il y a quelque chose que je voulais te montrer. » dit Laurent en sortant un petit paquet de sa poche. « Ton cadeau d'anniversaire. » Élise ouvrit l'écrin pour y découvrir son pendentif en forme de lune et d'étoiles, celui qu'elle avait laissé sur la tombe de Clara, désormais monté sur une chaîne en or blanc. « Je l'ai fait restaurer, » expliqua Laurent. Le fermoir était usé. Elle le passa autour de son cou, émue par ce lien tangible avec son passé. « Merci, papa. » Ces 2 syllabes, « papa », avaient mis du temps à venir naturellement, pendant les premières semaines. Elle avait continué à l'appeler Laurent, jusqu'à ce que le mot jaillisse spontanément un soir où ils dînaient ensemble. Depuis, ils flottaient entre eux comme un pont fragile mais solide entre leur présent et ce qu'ils auraient dû être. « J'ai un autre cadeau pour toi, » ajouta Laurent, « mais celui-là t'attend à la maison. » Ils avaient trouvé un équilibre qui leur convenait à tous deux. Élise conservait son petit studio dans le 15e arrondissement, son espace d'indépendance.
mais passaient plusieurs soirées par semaine dans la maison familiale de Neuilly. Désormais rénovée et modernisée pour accueillir leur nouvelle vie, le soir même, une petite fête d'anniversaire réunissait leurs proches à Neuilly. Charlotte, la fidèle secrétaire du cabinet, devenue une amie précieuse, Joseph Moreau, l'archiviste dont le courage avait changé le cours des événements, François Mercier, le mécanicien dont le témoignage avait été décisif, et même quelques anciennes camarades de l'orphelinat avec qui Élise avait renoué contact. Après le dîner et les traditionnels cadeaux, Laurent demanda l'attention de tous. Comme je l'ai promis, « Élise, voici ton dernier cadeau. » Il lui tendit un épais journal relié de cuir brun. Le journal intime de ta mère, elle l'a tenu de ses 18 ans jusqu'à... Sa voix se brisa légèrement. Jusqu'à quelques jours avant l'accident. Élise prit le précieux volume avec révérence. « Tu l'as gardé toutes ces années. Je n'ai jamais eu le courage de le lire en entier, » avoua Laurent. « C'était trop douloureux, mais il te revient de droit. C'est ta mère, à travers ses propres mots. » Plus tard dans la soirée, quand les invités furent partis, Élise s'installa dans le salon avec le journal de Clara. Laurent la laissa seule avec ce trésor intime. Comprenant son besoin de communion privée avec cette mère qu'elle redécouvrait, les pages jaunies par le temps racontèrent l'histoire d'une femme brillante, passionnée, pleine d'espoir et d'amour, ses années d'études, sa rencontre avec Laurent, leur mariage, et surtout, la naissance d'Élodie, décrite comme « le plus beau jour de ma vie », le moment où mon cœur a appris à battre en dehors de mon corps. Élise tournait délicatement les pages, savourant chaque mot, chaque confidence. Puis, vers la fin du journal, une entrée retint particulièrement son attention, datée de 3 jours avant l'accident. Elle portait une inquiétude manifeste. « J'ai confronté Madeleine aujourd'hui au sujet des irrégularités financières. Sa réaction m'a profondément troublée. Ce n'était pas de la surprise, ni même de la culpabilité, mais quelque chose de plus sombre, comme si j'avais touché à une blessure ancienne et infectée. Elle a nié, bien sûr, mais ses yeux disaient autre chose. Depuis des années, j'essaie de comprendre cette amertume qu'elle porte en elle, cette jalousie à peine voilée envers ma vie avec Laurent. J'ai toujours pensé qu'avec le temps, elle trouverait son propre bonheur. Mais aujourd'hui, j'ai entrevu quelque chose qui m'a fait peur. Je dois en parler à Laurent dès notre retour. Ces détournements sont graves, mais ce qui m'inquiète davantage, c'est l'état mental de ma sœur. Elle a besoin d'aide, peut-être plus que nous ne l'imaginons. La dernière entrée, écrite la veille du départ fatal, était brève mais poignante. Nous partons demain pour le week-end. Élodie est surexcitée à l'idée de voir les chevaux au haras. Je n'ai pas encore parlé à Laurent des problèmes avec Madeleine. Je ne voulais pas gâcher notre escapade familiale. Nous en discuterons à notre retour. J'ai vérifié les freins, comme Laurent me l'a demandé. Le mécanicien dit qu'ils sont parfaits. Tout ira bien. Quand je regarde ma petite étoile qui dort paisiblement, je me dis que rien au monde n'est plus important que de la protéger, de lui assurer un avenir lumineux. Un jour, j'espère qu'elle lira ce journal et comprendra combien elle a été aimée. Chaque seconde de sa vie. À demain, cher journal. Nous aurons beaucoup à raconter au retour. Les larmes coulaient librement sur les joues d'Élise. Ces mots, les derniers écrits par sa mère, contenaient à la fois la tragédie à venir et un message d'amour qui avait traversé le temps. Comme une bouteille à la mer destinée à atteindre sa fille perdue, Laurent entra doucement dans le salon et s'assit à côté d'elle. « Elle savait, » murmura Élise. Elle pressentait quelque chose, si seulement... « Ne fais pas ça », l'interrompit doucement Laurent. Les si seulement nous détruiraient. Clara a fait ce qu'elle croyait juste, protéger sa famille, tenter d'aider sa sœur, c'était sa nature profonde. Il lui prit la main. Ce qui compte, c'est qu'au final, elle a gagné. Madeleine croyait nous avoir détruits. Mais regarde, nous sommes ici, ensemble. Tu es devenue la femme extraordinaire qu'elle espérait voir grandir. Son amour a été plus fort que toute la haine de Madeleine. Ils sortirent sur la terrasse, où la nuit claire dévoilait un ciel parsemé d'étoiles. L'air frais d'octobre portait déjà les promesses de l'hiver, mais aussi celles d'un renouveau à venir. « Tu sais, » dit Laurent, en contemplant le ciel nocturne. Clara disait toujours que certaines étoiles brillent si intensément que leur lumière continue de nous parvenir longtemps après leur disparition. Élise suivit son regard vers la voûte étoilée
Une étoile particulièrement brillante semblait scintiller plus fort que les autres, comme si elle leur adressait un clin d'œil complice. « Je crois qu'elle est toujours avec nous, d'une certaine façon, » murmura-t-elle, « qu'elle nous a guidés l'un vers l'autre. » Laurent passa un bras autour de ses épaules. Et ensemble, père et fille contemplèrent l'immensité étoilée, passé, présent et futur réunis dans un moment de paix parfaite. « Merci, maman », chuchota Élise, une main serrant son pendentif. « Merci de nous avoir aidés à nous retrouver. » Et dans la brise légère qui caressa soudain leur visage, ils crurent percevoir l'écho lointain d'une berceuse, celle qu'une mère aimante avait autrefois chantée à sa petite étoile.